Bien, après cet échange vif et pas du tout concerté, effectivement, sur les grands enjeux internationaux européens de cet impératif de souveraineté dont nous parlons ce matin, je voudrais qu'on vienne maintenant sur le vif du sujet des Hauts-de-France avec vous, Xavier Bertrand, et je vais présenter donc les trois personnes qui nous ont rejoints. Caroline Poissonnier, à votre gauche, vous êtes directrice générale de Baudelaire Environnement, une ETI de la région. À vos côtés, Philippe Ourdin, qui est le président de la CCI Hauts-de-France et, je vais dire, co-gestionnaire de REF 3, mais ça, on va en parler, évidemment. Et enfin, Jean-Pierre Letarte, vous êtes président d'Entreprise et Cité et du groupe IRD. Vous êtes chacun des témoins de ce qui est en train de se produire. Est-ce que j'ai envie de commencer par ça, Xavier Bertrand, pour dire, je parlais du verre à moitié plein. C'est une région, on le sait, elle a beaucoup souffert sur le plan industriel, mais ça va mieux, ça va même... Ça va pas encore mieux que bien, mais ça va mieux. Taux de chômage a fortement baissé, il reste supérieur à la moyenne nationale. Je regardais les statistiques de Pôle emploi, on n'a jamais eu autant de recrutement dans à peu près tous les secteurs, toutes les filières, donc c'est très positif. C'est sans doute le fruit d'une stratégie de long terme mûrie et qui réunit, c'est la concertation et la coopération de tous les acteurs. Donc je voudrais vous entendre d'abord là-dessus, nous recaler finalement la stratégie de cette région et du président de région, évidemment, qu'on appelle REF 3, c'est-à-dire la troisième révolution industrielle, et dont je le disais en introduction, se traduit quand même maintenant par des réalisations concrètes, la vallée de l'énergie et la vallée de la logistique. Alors tout d'abord, si ça va mieux, c'est grâce aux entrepreneurs. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Il ne faut jamais se tromper là-dessus. Quel est le rôle donc du politique? C'est d'essayer de créer avec ses partenaires l'écosystème favorable, le plus favorable, et surtout ne pas mettre de bâton dans les roues, mais lever un maximum d'embûches. Donc il ne faut pas l'oublier. Le bon politique est celui qui a conscience que ce sont les entrepreneurs et qui doit faciliter la vie des entrepreneurs. Et à ceux, je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans la salle, mais qui disent « ouais, en final, ils aident les patrons », c'est les entreprises qui créent des emplois. Voilà, c'est ainsi fait. Et aux nostalgiques de la lutte des classes, qu'ils aillent dans les entreprises, ils verront que ça ne se passe plus du tout comme le voudraient certains ténors syndicaux avec leur combat d'arrière-garde. Je ferme cette parenthèse, mais c'est aussi important de le dire, on a un rôle de se mettre au service de l'économie. Ça, c'est la première des choses. D'autre part, il faut que l'on casse les frontières entre le politique et l'économique. Moi, je viens aussi du monde de l'entreprise, ça fait longtemps, j'en ai bien conscience, mais on essaye de travailler ensemble de façon très, très étroite. On se parle très librement et on cherche des solutions et à faire partager justement les objectifs. Quel est l'objectif ici? Nous sommes dans une décennie de transformation, dans une région qui a beaucoup compté sur l'industrie et qui refuse, contrairement à ce qui a pu être pensé à une époque, de faire une croix sur l'industrie. Il s'avère que l'industrie automobile tient une place clé dans cette région. Ça peut sembler surprenant, on se dit oh, c'est Bourgogne-Franche-Comté, c'est Grand Est, ou c'est effectivement la Normandie, Sandouville ou l'Île-de-France. Non, nous sommes la première région de France, encore une fois, ce n'est pas mes chiffres à moi, sur l'industrie automobile, et on a compris très tôt qu'il y aurait une transformation de l'industrie automobile, fini les moteurs thermiques, même si je pense que 2035 est une aberration économique. C'est vrai, je fais juste une parenthèse. Nous étions en Europe champions du monde sur les moteurs thermiques. Et qu'est-ce qu'on a dit? Bon, on en a marre d'être champion du monde, hein. On va redéposer les armes. Puis maintenant, c'est le discours du président de Stellantis que vous on va jouer. Ah oui, je l'assume totalement et depuis longtemps. Maintenant, on va jouer dans une autre catégorie. On va jouer sur les moteurs électriques. Oui, mais c'est les Chinois qui ont de l'avance. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas marrant d'être champion du monde. Non, mais quand même un truc débile. Bon, on s'est mis à 2035, très bien, avec la casse que ça veut dire. On verra si cette date tient la route. Attendez. Dans la durée. Oui, mais là, maintenant, il faut qu'elle tienne la route parce que les industriels sont en train de transformer leurs industries. Ils dépensent des dizaines de milliards d'euros. Donc, au bout d'un moment, quand les politiques font des clowneries, il faut cesser de les répéter, les clowneries. On ne change pas les règles du jeu en permanence, autrement, ils ne réussiront pas à s'adapter. Donc, en clair, maintenant, on joue les moteurs électriques. On reprendra le lead, j'en suis certain. Mais en attendant, on ouvre quand même notre marché aux Chinois. Je referme cette parenthèse. Donc, nous, on s'est dit, on va mettre le paquet là-dessus. Au tout début, quand on l'a dit, on s'est dit, on va se battre pour avoir une gigafactory qui, normalement, pardonnez-moi, devait aller dans le Grand Est. C'était les propos du ministre de l'économie à l'époque, qui était dans le Grand Est, qui a dit « ça serait bien ici ». Non, ce serait mieux ici. Ça serait mieux ici parce qu'on a une logique et on a une volonté. Ça nous a coûté de l'argent. 80 millions d'euros pour la seule région, 121 millions d'euros pour les autres collectivités locales qui ont mis 41 millions d'euros. Mais j'en voulais pas qu'une de gigafactory. J'en voulais plusieurs parce que quand il y en a plusieurs, il y a la vallée de la batterie qui se met en place avec les sous-traitants.
C'est ça qui est Et une intéressant. filière surtout, ce qui est très C'est intéressant. ça que je dis, sous-traitance, c'est l'ensemble de la filière, c'est la vallée. Donc on a eu Envision d'Ouest qui nous a coûté de l'argent, et Vercors Dunkerque. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un vieux réflexe d'assureur, tant que c'est pas signé, payé, ça n'est pas fait. Mais nous sommes encore en pourparlers aujourd'hui pour d'autres acteurs qui pourraient venir. On s'intéresse également au recyclage de la batterie, pas celle qui serait produite dans la région, mais de celle qui circule en Europe. Et aussi, il y a la question du raffinage du graphite, qui nous donnerait aussi beaucoup plus J'ai envie de vous d'indépendance. proposer une formule, mais je l'ai trouvée cette nuit. Raffinage et recyclage sont les deux mamelles de la réindustrialisation des Hauts-de-France. Non, parce qu'il y a la production aussi, Philippe. Il y a la production. Mais il faut savoir quand même, on est la région où il y a eu Toyota. Toyota était un formidable symbole à l'époque. Et je veux remercier vraiment Jean-Louis Borloo de la vision qu'il a eue et de la niaque qu'il a eue pour porter ça jusqu'au bout. C'était de dire, l'industrie, c'est pas mort, et l'industrie automobile a sa place en France avec Toyota qui choisissait. Les gigafactories, pardonnez-moi, c'est plus important que Toyota. Les 3 gigafactories, quand elles seront toutes sorties de terre et qu'elles produiront, c'est 2 Toyota. Parce que derrière, il y a en tout 7000 emplois directs, il y a tous les emplois indirects et tout l'écosystème. L'objectif, c'est 2 millions de batteries produites par an d'ici la fin de la décennie. Hein. De toute façon, on sera tous passés. D'où l'intérêt d'avoir le raffinage et le recyclage. Quand même, je reprends ma formule, mais c'est très important d'avoir l'ensemble de la filière, l'économie circulaire. D'ailleurs, dans REF 3, ça vous peut peut-être nous l'expliquer, REF 3, parce que REF 3, c'est quoi? Ici, c'est très connu, mais c'était l'idée de Jérémy Rifkin qui a été portée intelligemment par Daniel Percheron, mon prédécesseur, et Philippe Vasseur, qui était de dire il faut réussir à marier économie, écologie et sociale. On a continué cette dynamique REF 3. Aujourd'hui, ce sont 1500 projets. Ce sont des artisans qui se convertissent à de nouvelles méthodes de pose, de fabrication. C'est aussi notamment la décarbonation d'Arcelor. Tout ça se fait partie de REF 3. Et on continue. Caroline pourrait aussi en parler très librement parce que ça génère 2 emplois et des nouveaux emplois. Donc on continue clairement cette dynamique, mais il ne s'agit pas aujourd'hui d'être sur la monoculture de la mono-industrie. Il y a aussi dans les nouveaux projets le canal Seine-Nord-Europe qui a longtemps été l'Arlésienne et qui aujourd'hui va nous faire 6000 emplois pendant les travaux, mais ce ne sont pas les emplois pendant les travaux qui m'intéressent le plus, ce sont les emplois qui resteront. Philippe Bourdin est plus optimiste que moi sur le nombre d'emplois créés, mais le canal est centrale. 15 000 emplois directs, vous m'avez dit. Non, il est plus que ça, lui. Moi, je dis 15 000. Moi, je dis 15 000. Vous savez, quand un politique donne un chiffre d'emploi, personne n'y croit quand c'est un politique. Combien 40 à 50 000. Bon, moi, je prends déjà 15 000. Pourquoi? Parce qu'il y a le trafic sur le canal, il y a les ports intérieurs, ça va booster le port de Lille, booster le port de Dunkerque, d'autres ports comme Saint-Saulve, mais aussi, on va avoir 4 ports intérieurs qui vont nous générer également et du trafic, de l'activité et de l'emploi. Donc vous voyez, ces 2 projets-là, c'est beaucoup plus important que 2 plans de relance en soi. Aujourd'hui, c'est lancé. C'est lancé, ça ne s'arrêtera plus, mais c'est ce qui conduira à la transformation de la région, même si je ne peux pas voir le développement de la région uniquement sur le canal et uniquement sur la partie Pas-de-Calais, Nord et Dunkerque. Ça. 2 questions, on va ensuite entendre les témoignages de nos autres invités. Ça veut dire qu'il faut que je sois court dans mes réponses. Non, mais c'est bon, vous avez l'habitude des débats, Xavier Bertrand, mais juste pour préciser 2 points. Vous avez parlé de l'énergie, on parle de souveraineté. Quelle stratégie pour avoir de l'énergie locale? Parce que ça va être un sujet. Alors, on a un peu parlé des EPR, des SMR, c'est plutôt 2050, mais c'est vrai que comment on fait, y compris énergie renouvelable? On est... Ah, vous me cherchez là? Ouais. Bon, la première des choses, ça fait 6 ans que nous sommes candidats à l'installation d'EPR. 6 ans. Donc enfin, maintenant, ça va se dessiner. On a perdu un peu de temps quand même. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. 6 ans, parce que la centrale de Gravelines aura une durée de vie limitée, nous le savons. Et je pense que la responsabilité, les entreprises le font, des politiques, c'est d'anticiper au maximum. Et donc le chantier pourrait démarrer? Vous l'attendez? Je ne suis pas le nouveau patron d'EDF. Je ne suis pas d'infos. Non, pas plus que ça, mais nous sommes d'ores et déjà. Non, mais la question, c'est la décision, en fait. C'est la décision. Parce que derrière, il faut des recrutements. On va beaucoup parler de formation. Il faut trouver les emplois. Non, il n'y a pas que cela. C'est qu'il faut qu'on allège les procédures et qu'on raccourcisse, comme c'était dit tout à l'heure. Simplifier. Normalement, il y a l'idée dans le projet de loi qui sortira, parce qu'il faut que le projet de loi soit décidé pour aller vers la construction d'EPR. Et moi, je l'avais dit, voilà un peu plus d'1 an,
dans une séquence qui devait s'appeler la primaire de la droite à l'époque, je me souviens plus du tout, mais j'avais dit qu'il en faudrait 14. Il en faudrait 14 des EPR en France pour qu'on se remette non pas au niveau, mais qu'on prenne un temps d'avance. Pour le reste... Pour le renouvelable, on met des éoliennes en face du Touquet ou pas? Vous mettez des éoliennes plus dans la région de Hauts-de-France. Hein. Plus dans la région de Hauts-de-France, il y a saturation. Je me suis pas réveillé un matin parce que j'avais fait un cauchemar avec les éoliennes. C'est tout simplement que dans la région, trop, c'est tout. C'est aussi ça. Même en mer, à 40 km? Ah, si c'est à 40 km, il faut faire du flottant. Le vrai sujet, pourquoi les Européens du Nord... Pourquoi pas? Les Américains le font. Parce que c'est une question de pognon en France. C'est juste ça, le flottant, pour l'instant, ça coûte plus cher et la rentabilité est plus longue que pour du fixe. Voilà la raison, c'est juste une question de pognon. Le jour où vous mettez du flottant loin des côtes, ça ne dérange plus personne. Mais on refuse de faire ce choix aujourd'hui pour des questions de rentabilité à court terme. Pour l'éolien terrestre, il y a certainement des endroits en France où ça peut encore être possible, mais nous, dans la région, il y a saturation. Et c'est la question de l'acceptation. Et puis le dernier point, la France, c'est aussi ses paysages, et on est en train de dénaturer une grande partie des paysages français. Donc je vous le dis, je ne propose pas, moi, démagogiquement, d'aller scier les mâts. Okay, je dis tout simplement que trop, c'est trop, et que ça nous a empêché, le tout éolien, de réfléchir intelligemment au développement du photovoltaïque. Comme je vous connais, je vous interdis de sourire, mais dans la région, le photovoltaïque a du sens, à deux conditions. Vous n'utilisez pas les terres agricoles, pas de déforestation, mais sur l'ensemble des bâtiments, y compris notamment sur la logistique, de pouvoir les équiper nous fournirait un formidable potentiel. Et à cause du tout éolien dans ce pays, on n'a pas été jusqu'au bout de la méthanisation, qui est un formidable ressort. Nous avons, nous, l'ambition d'être les premiers, mais entre les prix de rachat qui ont bougé tout le temps et autres, on n'a pas aujourd'hui le développement qu'on pourrait avoir avec la méthanisation. Voilà quelques exemples sur... je vous rassure, Xavier Bertrand, je viens souvent dans votre région et il fait très beau, notamment au Touquet, par exemple. Alors, pour terminer avec vous cet échange, peut-être un mot sur les enjeux de formation qui sont quand même cruciaux. C'est-à-dire qu'on parlait de recrutement, on disait ça va mieux, mais on n'y est pas encore tout à fait. Vous n'êtes pas à la moyenne nationale. On vise le plein emploi, les compétences des régions, la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage. Là-dessus, comment vous accompagnez? Quelle est votre vision? Bon, déjà, je peux faire le journaliste? Évidemment. C'est quoi votre définition du plein emploi? Ouais, 5% serait déjà bien. On est à 7. Oui, mais on considère qu'on est quasiment au plein emploi aujourd'hui à 7%. C'est inimaginable. C'est pas possible. Ah, mais ça, il faut qu'on change de paradigme. Il y a des chefs d'entreprise dans la salle. Qui ici rencontre des difficultés de recrutement, si vous pouvez lever la main? 100%. Voilà. C'est-à-dire qu'on a encore un taux de chômage qui est trop important, vous l'avez dit. On baisse plus vite que la moyenne nationale, mais on reste au-dessus de la moyenne nationale. Le vrai problème, et je le dis très clairement, la réforme de l'assurance chômage qui vient d'avoir lieu a une dimension financière, avant tout, mais elle ne place toujours pas le retour à l'emploi comme priorité des priorités. Et c'est ça le fond du problème, et les réformes se succèdent sans qu'on ait mis du retour à l'emploi vraiment l'alpha et l'oméga, qu'on n'en ait pas fait l'alpha et l'oméga des réformes. Alors, je vais jusqu'au bout du raisonnement. Ici, notre défi est terrible. C'est parce qu'on a beaucoup d'implantations, des implantations de gigafactory. Si nous ne savons pas relever le défi du recrutement, on est mort. Parce que les gens diront, déjà avec leur gigafactory, ils ne trouvent pas, donc ça ne sert plus à rien de s'installer, ils ont été servis, je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas me permettre ça. Donc on a décidé très clairement avec le gouvernement d'être force de proposition sur la nouvelle architecture de France Travail. J'ai vu le haut-commissaire à l'emploi. Je revois le directeur régional de Pôle emploi parce qu'on va être testé sur notre capacité à trouver les emplois pour les gigafactories sans que les entreprises existantes se disent « Ouais, il est gentil Bertrand, mais avec ces gigafactories, il va nous bouffer notre personnel et nous, on va se retrouver coincés. » Donc, on a absolument besoin, avec tous les partenaires, de se mettre en mode projet pour permettre de trouver les emplois. En plus, ce n'est pas pour dans un an, c'est pour les années qui viennent. Formation initiale, formation continue, formation des demandeurs d'emploi, filière de formation spécifique, parce que je sais que c'est là-dessus qu'on va être jugé et que notre attractivité va dépendre en grande partie de notre capacité ici à mettre en place des nouveaux outils. Nous savons le faire avec des outils spécifiques que nous avons mis en place, un vrai travail avec Pôle emploi, on a aussi Proche emploi, sur l'orientation, sur la formation. On est en train de complètement se remettre en question parce qu'on va devoir délivrer. Ça ne sert à rien que je fasse des discours si derrière on n'est pas capable de délivrer. C'est pour nous la clé, parce que dans le volet de France 2030, honnêtement, la partie ressources humaines a besoin d'être complétée. C'est ce à quoi on s'attelle, y compris avec Bruno Bonnel,
le commissaire général justement pour France 2030. Merci Xavier Bertrand. Ce que je vous propose, c'est que vous pourrez réagir à ce que vont dire nos différents témoins. On a encore une petite vingtaine de minutes. Je me rassure là-bas, autrement je parle tout Restez le temps. avec nous parce que je pense que ça va vous intéresser. Bon, on va commencer par Caroline Poissonnier. Donc peut-être d'abord dire 2 mots de votre entreprise. Vous êtes au cœur de Rêve 3, Baudelaire Environnement, ne serait-ce par le nom de votre entreprise. Donc Ça. ce que vous faites et comment vous vous positionnez justement dans ce qui vient d'être décrit, cette stratégie de reconquête industrielle dans le développement durable. Alors, oui, tout à fait, le groupe Baudelaire Environnement. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe familial, une ETI. On fait 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 600 collaborateurs répartis sur 2 régions, les Hauts-de-France et la Normandie. Le métier historique, c'est vraiment le traitement, la valorisation des déchets, au sens large. Et notre métier, finalement, c'est de faire des boucles d'économie circulaire, soit à travers la valorisation matière, donc de réintroduire des déchets dans le cycle. On est vraiment économie circulaire en totalité, voilà, soit à travers la valorisation énergétique. Et donc j'étais très intéressée effectivement par le sujet, puisque nous sommes convaincus que le déchet est une ressource et que nous le transformons à la fois en électricité, en énergie, en gaz également, qu'on réinjecte sur les réseaux, à la fois ERDF et GRDF. Et nous avons vraiment pris un virage sur la transition énergétique, à la fois production d'électricité et sobriété énergétique, mais j'aurai l'occasion d'en rediscuter. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de votre entreprise, c'est que vous êtes en train de développer des implantations, notamment sur des friches industrielles. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez les conditions pour développer autant que possible? Ça, c'est vraiment un travail qui a été mené en partenariat avec les collectivités locales, la région, etc. On est en train effectivement de réhabiliter une friche de 22 hectares qui sont les anciens bâtiments d'Arc International, à proximité de chez nous, en Flandre. Il y a un gros travail qui est fait pour réindustrialiser, réimplanter. On a baptisé ce site Valoparc. On va développer nos activités de valorisation, à la fois matière et énergétique. Il y a un gros projet de mettre plein de panneaux photovoltaïques justement aussi sur ce site, et là pour travailler sur l'autoconsommation, puisque le photovoltaïque, soit on réinjecte effectivement dans le réseau, soit on peut l'autoconsommer. Donc on travaille beaucoup autour de ces sujets de valorisation et d'énergie. Si vous deviez dire atout et handicap de la région, vous êtes aussi en Normandie, pour choisir plutôt les Hauts-de-France, en tout cas pour continuer à vous développer, qu'est-ce qui ne va pas bien? Parce qu'on peut le dire comme Xavier Bertrand, il y a quelques sujets qui ne vont pas bien. Les transports notamment. Les transports notamment, et ça c'est mon gros problème habitant un petit peu plus loin. C'est vrai que Lille le matin c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'on est plusieurs entrepreneurs. Il y a pas mal de métropoles en France qui ça, partagent. On pourra parler des RER Macron, mais juste après. Voilà. Non, il y a effectivement le réseau routier qui est un petit peu compliqué. Avec l'atout, c'est par contre le multimodal. Nous, on travaille à la fois sur du transport fluvial. On a des péniches, on achemine et on exporte. Enfin, on exporte. Canal Seine-Nord, pour vous, c'est quand même stratégique. C'est pas mal, effectivement. Et il faut un peu de temps encore. Il faut du temps, voilà. Mais à la fois en branché rail, nous on travaille sur le démantèlement ferroviaire également, un naval et ferroviaire. On est quand même une région qui est centrale avec des infrastructures nombreuses. Je pense que effectivement le vrai enjeu des Hauts-de-France, c'est l'attractivité des talents et de la région. Enfin, on souffre encore d'un déficit d'image. Alors je pense que c'est en train de se réduire vraiment. Ces dernières années ont participé vraiment au rayonnement des Hauts-de-France sur la France, mais on souffre encore un petit peu d'un déficit. Et comment faire venir justement ces talents, que ce soit sur les gigafactories ou dans notre secteur à nous d'activités que sont le traitement des déchets ou l'environnement à proprement parler, c'est pas si simple. Alors, avant d'écouter les réponses de Xavier Bertrand sur le sous-volet transport, on va continuer notre tour de table avec vous, Philippe Ourdin, donc président de la Chambre de commerce et d'industrie, et également Rêve 3, vous partagez quand même le pilotage de ce projet avec la région. Ce que vous avez entendu de Xavier Bertrand sur à la fois la stratégie, le timing, bon, j'imagine vous partagez, mais est-ce que vous nous vendez autant de rêves que ça, ou est-ce qu'il y a encore des obstacles? À risque, je ne vais pas parler de cauchemar, mais un risque de crash avec tout ce qui se passe, les prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche vraiment aussi bien que vous l'avez dans vos rêves? Ce qu'il faudrait faire, je ne suis pas un politique. Moi, je partage tout à fait ce que dit Xavier. Je le partage d'autant plus qu'on travaille continuellement ensemble. C'est un point fort de cette région. Tous les acteurs travaillent ensemble, que ce soit sur la crise sanitaire, par exemple, sur la crise énergétique, sur le Brexit, où on sait monter très très vite des task force qui travaillent sur un domaine, tout le monde y est,
tous les représentants économiques y sont, les spécialistes y sont, les banquiers y sont, les politiques y sont, et l'État y est. Ça, c'est très important aussi. Et l'État, en général, est quand même de bonne volonté, du moins le préfet et ses hauts fonctionnaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le macro, c'est-à-dire le rêve, mais moi, je ne fais pas du rêve. C'est le quotidien, c'est les chefs d'entreprise. C'est la réalité. Vous savez, on réussira si les entreprises réussissent. Ça a été dit, mais que les entreprises réussissent, c'est un travail quotidien. C'est de ce genre de conférence est très bien, mais c'est le travail quotidien qui paye. On parle de logistique. La réindustrialisation, c'est la logistique. Le canal Seine-Nord, pour qu'il réussisse, il faut que les clients du canal se l'approprient. Il faut que les mariniers investissent et se l'approprient. La logistique, ce sont des investissements considérables. C'est une formation. On parlait de formation. C'est une formation. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une logistique puissante sans green logistique. Aujourd'hui, la logistique, c'est 35% du CO2 dans cette région, c'est la logistique. Il faut donc une green logistique. Il faut donc se former. Il faut donc innover. Il faut donc créer un écosystème. Et tout ça, c'est du quotidien. Tout ça, c'est savoir travailler ensemble, savoir s'écouter. C'est une bonne chose, cette table ronde. Vous avez le politique, vous avez l'économique, vous avez le chef d'entreprise, ou la chef d'entreprise. Et je veux dire, c'est travailler ensemble au quotidien. Bien sûr, nous, on doit s'adapter au macro, mais nous sommes des acteurs du micro. C'est par le micro qu'on réussira. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et ma petite expérience de président de chambre le prouve. Quelques mots peut-être aussi sur les compétences de la Chambre de commerce, sur la formation, sur l'éducation, sur... Est-ce que vous avez là aussi tous les outils nécessaires pour répondre aux besoins? Un bon exemple. Tout le monde a travaillé, en particulier Xavier Bertrand, mais pas seulement, sur l'arrivée de Vercors. J'ai l'occasion de rencontrer régulièrement le patron de Vercors sur des conférences, sur des tas de réunions, et il me dit, bon, maintenant, le problème, c'est les recrutements. Comment va-t-on faire? Dunkerque, c'est formidable ce qui se passe à Dunkerque. 15 000 emplois dans les 10 ans. Où va-t-on trouver 15 000 ingénieurs et techniciens aujourd'hui? C'est ça, quand je parle de micro, c'est travailler pour que ces 15 000 personnes soient là. Sinon, les entreprises ne resteront pas. Il leur faut des collaborateurs. Donc oui, la Chambre a une tradition de formation. Hein. Nous formons quand même 40 000 personnes à peu près par an. Nous créons des écoles régulièrement. Là, par exemple, on améliore un diplôme d'ingénieur industriel chez Tertia. C'est-à-dire on crée une chaîne de production 4.0. Donc, nous aurons des gens qui savent travailler directement sur une chaîne. Et maintenant, il importe d'investir sur Dunkerque parce que les acteurs dunkerquois veulent absolument des formations de techniciens et d'ingénieurs pouvant travailler dans les futures industries. Un mot peut-être, Caroline, là-dessus, puis on va écouter Jean-Pierre Le Tartre. Oui, je voulais intervenir là-dessus parce qu'effectivement, nous, au sein du groupe Baudelaire Environnement, on a beaucoup de mal à recruter, aussi la localité, bien évidemment. Et on a essayé de prendre les devants. On a créé une école de formation, la Baudelaire Academy, pour vraiment répondre à nos propres besoins, à la fois de formation et aussi de mobilité. Parce qu'on parle de recrutement, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet dans les entreprises, c'est aussi de réussir à garder les talents. C'est quelque chose de les faire venir, c'est autre chose de les garder. Et donc de réussir à travailler en transversalité et à les former sur nos propres métiers et à travailler la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui est très important au sein de notre entreprise. Merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre Le Tartre, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas parler le premier. C'est toujours difficile de parler le dernier, mais alors vous allez voir la question. J'ai appris beaucoup de Xavier, en fait. Vous avez donc, chez Entreprises et Cités, évidemment, tout ce réseau d'entrepreneurs qui agit dans la région. On a parlé de la coopération, on a parlé de REF3. Vous avez entendu les uns et les autres. Comment ce rayon de soleil qu'on voit dans les Hauts-de-France, pour reprendre ce que disait Xavier Bertrand, qui est réel, comment on le fait prospérer et comment on va plus loin, comment on massifie? En fait, ça que vous vouliez nous dire, je crois. Je regrette un peu de ne pas avoir parlé le premier parce que j'ai plus grand-chose à dire, en fait, après ce qu'ont dit mes amis. Et au fond, je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais dire de plus. En fait, j'avais envie simplement de rebondir sur ce qui a été dit et vraiment d'affirmer à vous tous que dans une période de transformation comme on connaît aujourd'hui, le président Bertrand en a parlé, au fond assez inédite, parce qu'on a rarement eu, au fond, tous les éléments sociétals, économiques, institutionnels,
mondiaux, géopolitiques, qui se transforment en même temps. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait bien avoir en tête, hein. C'est que tout se transforme, même la vie personnelle, la vie sociale, etc. C'est poussé par les technologies, poussé par les évolutions de la mondialisation, les récits géopolitiques, enfin donc, tout est en mouvement. Jamais il a été autant nécessaire de travailler et de coopérer ensemble. Et le grand avantage des Hauts-de-France, et je compare avec d'autres régions que j'ai connues dans mes activités précédentes, c'est que cette habitude de travailler ensemble existe depuis longtemps. Au fond, même, je peux me dire, quand on fait l'histoire de cette région, même d'avant-guerre, où la coopération entre industriels pour créer des outils comme les allocations familiales ont été faits par des chefs d'entreprise. Et donc, cette coopération entre les chefs d'entreprise, cette coopération avec le monde politique, c'est quelque chose d'assez ancien, même d'ailleurs, pour sourire, quand le monde politique n'était pas du tout dans les mêmes idées politiques que les chefs d'entreprise. Je veux dire, pour prendre un exemple qui va fâcher personne, la coopération entre un Pierre Mauroy et le monde des chefs d'entreprise de l'époque était extrêmement fort. Et on ne peut pas dire que Pierre Mauroy était un grand capitaliste. Dans sa pensée. Et donc, déjà, parce qu'il y a ce sens du territoire. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur cette humus, sur ce terreau, on peut faire pousser encore et accélérer la méthode de coopération. Pourquoi ? Parce que, encore plus qu'hier, les chefs d'entreprise, et je pense que mes deux camarades seront d'accord aussi avec moi là-dessus, ont un sens de l'intérêt général de plus en plus important. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise savent que l'enjeu de leur territoire est clé. Et clé, non pas pour faire bien, est clé pour la pérennité de leur entreprise. Que le chef d'entreprise démondialisé ou mondialisé, sans attache territoriale, c'est une lutte. Voilà, ça n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup d'autres pays occidentaux l'ont démontré. Et que donc l'ancrage territorial, tout en étant mondial, est clé. Et donc, ils sont intéressés par le territoire et le devenir de leur territoire. Et moi, je peux vous dire que quand on lance des actions sur des questions sociétales, sur des questions d'emploi, sur des gens éloignés de l'emploi, sur des décrocheurs, eh bien, on a des chefs d'entreprise qui répondent pour effectivement, oui, je suis intéressé, au bon sens du terme, mais intéressé à ce que mon territoire soit en bonne santé. Alors, ce n'est pas parfait, et il y a beaucoup de choses dans cette région encore, où il y a beaucoup de choses à changer, et il y a de fortes inégalités dans cette région, mais aujourd'hui, ce sens de l'intérêt général, qui est aussi mon intérêt, en fait, c'est ça que ça veut dire, est de plus en plus fort, et combiné avec cette habitude de travailler ensemble, et c'est vrai qu'on travaille bien ensemble, doit être effectivement une méthode forte qui devrait accélérer notre transformation. Ça, c'est un point, je voudrais que tous les gens de cette région soient bien conscients de ça, et qui est une différence par rapport à d'autres. Pour ceux qui ont, je ne sais pas si Nicolas, tu serais d'accord avec moi, une vraie différence par rapport à d'autres, même par rapport à des régions qu'on nous cite toujours, comme Rhône-Alpes ou autres d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque sur le chemin, sur la route, si vous deviez citer quelques handicaps qui demeurent de façon réaliste ? Oui, alors il manque des choses. Première chose, on n'est pas assez innovant globalement dans cette région. 1% du PIB à peu près, 1,1 quand on prend des statistiques, public et privé dans la recherche. Le niveau national doit être 2, quelque chose comme ça. Donc on est moitié moins. Donc on a un sujet d'innovation. Et c'est vrai, privé et public. Un peu éparpillé, pas assez. Et d'où l'importance, tu reprenais le mot qu'on s'était dit, c'est de massification. Vous savez, un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir ce qu'on va faire sur le climat, c'est pas tellement ce qu'on va faire sur l'innovation, c'est comment on massifie nos actions. Bien, on sait ce qu'il faut faire, pour aller plus vite et plus fort. Donc l'innovation est un enjeu majeur. Il y a des réflexions, je sais qu'on travaille un peu sur ces sujets-là, mais on a un point à la fois privé-public sur développer plus fort. France 2030, ça c'est un bon atout quand même, parce qu'on oui, citait Bruno Bonnell, bien sûr. Pour l'instant c'est un peu lent à venir. Mais il faut qu'on accélère de notre côté. Enfin, voilà, il faut qu'on ait. Oui, parce que ce que dit Bruno Bonnell, c'est présentez-moi des projets. Donc il faut que des projets émergent. Oui. Et le deuxième point. Xavier. Vous voulez pas un micro ? Est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur, mais en attendant qu'on apporte le micro, on va écouter Xavier Bertrand. Non, c'est qu'il veut qu'on dépose des projets. Ici, les projets sont Philippe. 2 secondes. Sont déjà déposés et validés sur l'électromobilité. C'est d'ailleurs un des atouts dont on se sert pour faire venir d'autres entreprises. C'est déjà fait. Ici, Bruno Bonnell est venu, il a vu que c'était plus des projets, on est déjà engagé. Allez-y, monsieur, pardon. Jeff Scali, société Ecodas, nous sommes une société locale. Je veux parler d'un cas de préférence nationale, voire une préférence
régionales. Nous fabriquons des machines de traitement de déchets hospitaliers et nous vendons nos machines partout dans le monde, donc 90% à l'international. Il y a récemment un appel d'offres du CHU de Valenciennes qui lance un appel d'offres qui choisit une technologie étrangère moins fiable, plus chère, sans référence hospitalière ici en France. Expliquez-moi la préférence nationale. Je ne demande pas du favoritisme, je demande juste de l'équité. Et pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a ce qu'il faut ici? Merci, monsieur, de votre témoignage. Alors je sais pas le qui politique, qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus? C'est un cas concret. J'ai fait recours et donc je voudrais qu'on aille jusqu'au bout je ne lâcherai pas. Je lâcherai pas. On a bien compris. On va vous répondre. Merci. Je suis président des Hauts-de-France, je ne suis pas président de la France, mais je vais vous dire une chose, monsieur, c'est très clair, c'est l'un de mes chevaux de bataille depuis longtemps, les appels d'offres sont l'un des vrais leviers du développement économique, mais nous nous tirons régulièrement des balles dans le pied. Vous donnez votre exemple, il y a un autre exemple d'une entreprise qui se retrouve aujourd'hui en vraie difficulté, elle est dans la métropole lilloise, c'est pareil, le monde hospitalier a ses règles qui méconnaissent la réalité de ce qui existe aujourd'hui et les appels d'offres dans le monde hospitalier doivent aussi évoluer. Je vais plus loin si vous le voulez bien, un court instant. Vous savez qu'on avait aussi l'idée, parce que je reste persuadé que de façon récurrente, Covid ou pas Covid, on aura besoin de davantage de masques à porter dans les années qui viennent. On a voulu mettre en place toute une filière. Cette filière n'a pas pris son ampleur nécessaire. Pourquoi ? Parce que le monde hospitalier continue à acheter au moins cher, exactement comme avant le Covid. C'est vrai pour des dispositifs médicaux, comme votre entreprise, c'est vrai pour une autre entreprise que je ne veux pas citer, c'est vrai pour les masques. Et là, c'est la responsabilité politique nationale que de dire, sur les appels d'offres, oui, on change complètement la donne. Parce que ça nous coûte, pardonnez-moi, au final, assez cher, parce que quand vous n'avez plus les emplois, vous n'avez plus non plus les rentrées fiscales et les rentrées sociales. C'est pas du protectionnisme, mais il faut quand même reconnaître, pardonnez-moi de les citer encore en exemple, c'est qu'un certain nombre de pays du Benelux sont plus intelligents que nous en la matière et savent davantage jouer la carte de l'emploi. Nous, on est obligés de ruser comme c'est pas permis pour avoir des marges de manœuvre qui, sur les appels d'offres, doivent se situer au maximum à 20% notre marge. Dans la région, depuis que je suis à la tête de la région, les volumes des marchés qui concernent les entreprises régionales s'établit à 91%. On a fait des efforts. Ça montre quoi? Je ne suis pas un magicien. C'est que si on prend le soin de regarder et d'adapter ces critères, on peut faire travailler les entreprises locales et nationales. Sauf qu'il n'y a eu qu'au moment de la crise où on a desserré les niveaux d'appel d'offres, mais une fois que la crise est passée, on est revenu à peu près au niveau d'avant. C'est tout le problème aujourd'hui, c'est quand il y a des crises, la mémoire disparaît aussitôt. Mais des exemples comme cela, je pense qu'à chaque réunion, on les aura. Alors après, il y a aussi de la part des acheteurs publics, des réunions, on les fait beaucoup, nous, en région, des réunions décentralisées, pour expliquer qu'au final, nos marchés publics ne sont pas interdits ni aux TPE, ni aux PME, mais ça demande beaucoup de soins. Tout dernier point, le canal Seine-Nord-Europe, ce n'est pas votre domaine, je suis désolé. Le canal Seine-Nord-Europe, les premiers lots qui ont été attribués à des entreprises régionales. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que si vous découpiez le marché avec des lots plus petits, vous permettiez à des entreprises régionales d'y avoir accès, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, après on jugera, mais en attendant, si vous faites un seul lot unique, ce sont uniquement les majors ou des majors européennes qui font. Donc ça demande aussi tout un effort de la part des acheteurs publics, mais la vérité c'est que si vous ne desserrez pas le carcan des marchés publics au niveau national, on sera confronté aux mêmes difficultés que ce que vient d'évoquer monsieur. On arrive malheureusement. Merci. Monsieur, je vais être franc avec vous, je ne sais pas si vous êtes moins cher. Ben, vous me le dites, d'accord, mais moi j'ai toujours un principe. C'est que je suis un ancien assureur, on regarde toujours ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous êtes moins cher ou pas, mais ce que je trouve complètement stupide, c'est que si vous êtes moins cher et si vous apportez le même niveau, que vous ne soyez pas retenu pour des raisons parfois de volume ou parfois de référence. Parce qu'en France, pour pouvoir justement avoir accès, c'est mieux d'avoir de l'ancienneté. Donc effectivement, les nouveaux, la marche est beaucoup trop haute. Et je reviens sur un point. J'aurais plus la parole après. Si, mais, Si, mais on arrive quand même à la fin. Mais d'accord. Deux remarques. Non, Je fais vite, je promets, je fais vite. juste rebondir sur ce que dit Vas-y, Jean-Pierre. vas-y. L'un des défis de ce mandat, c'est la question de l'innovation. Ouais. On n'est pas bon aujourd'hui. Public, privé, on n'est pas au niveau. Nous, on est en train de relancer complètement Hauts-de-France Développement et Innovation parce qu'on sent bien qu'il y a besoin de se bras armés où, encore une fois, ce n'est pas nous qui allons tout faire, mais on va jouer ce rôle d'assemblier. Non, je voulais simplement, très rapidement, dire un mot par rapport à ça. Je pense que le mot protectionnisme est un mot noir, mais il nous fait du coup oublier un mot qui n'est pas noir et que je revendique, c'est patriotisme économique.
Je pense qu'on peut être des patriotes économiques sans être des protectionnistes et sans être contre la mondialisation. Et que nos amis européens savent très bien aller voir les Hollandais, aller voir les Belges, aller voir les Allemands. Ils ne sont pas des protectionnistes, mais ce sont des patriotes. Et aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, sûrement du discours ambiant, on a oublié que le mot patriotisme est un bon mot et qu'il faut le revendiquer pour sa région, pour son pays. On arrête, mais tu peux... un mot, allez-y Philippe Jourdain, et on va arriver à la conclusion parce qu'il faut que je passe la parole aux autres intervenants, mais on va conclure avec vous Xavier Bertrand. Une seconde, simplement, pour une bonne industrialisation, il faut une bonne mobilité. Et le problème, d'ailleurs ça a été évoqué par Caroline, c'est la mobilité de la métropole lilloise. Hier, il a été évoqué le fait d'un RER lillois. Je pense qu'il faut profiter de cette opportunité pour tous nous battre, pour avancer. Parce que Emmanuel Macron avait dit, quand il est venu dans le bassin minier, il avait dit « Soyez tous ensemble et on vous aidera ». Aujourd'hui, à nous de nous battre pour avoir un vrai projet, pour pouvoir le proposer, pour pouvoir avoir les financements et pour avancer, parce qu'on ne pourra pas vraiment avancer si on n'a pas une métropole lilloise plus fluide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Caroline Poissonnier, un mot de conclusion sur l'innovation notamment. Oui, on voudrait dire tellement de choses. Nous, on a mis vraiment l'innovation au cœur. On lance des appels à projets. On soutient des startups pour nous aider aussi à révolutionner nos idées, à faire que la filière déchets puisse entrer dans une véritable mutation. Et donc, nous, on travaille sur l'innovation avec un bureau d'études qui se veut percutant et novateur. Donc, voilà, je ne peux que soutenir et encourager. Je suis tout à fait d'accord. Le mot-clé, c'est il faut accélérer. Xavier Bertrand, vous allez revenir tout à l'heure avec Jean-Christophe Tortorin pour un débat. Gardez le micro pour une seconde. Juste un mot. Les RER Macron à Lille. Où est l'argent? C'était ma question. Où est l'argent? Parce que le président de la République nous avait dit faites-le, on financera. Mais excusez-moi, si vous êtes invité pour l'apéritif, c'est pas pour amener 3 cacahuètes sur la table. Non, parce qu'attendez. Le RER, nous, il est déjà engagé. On sait qu'on a besoin d'être sur bassin minier Lille. Accessoirement, j'ai aussi beaucoup de gens dans la région qui n'habitent pas la métropole. Donc, c'est-à-dire que j'ai aussi tous mes trains du quotidien. Et il n'est pas question d'échanger les trains du quotidien contre un seul RER. Le RER, on va l'appeler comme ça, ne verra le jour que s'il y a des financements importants de l'État et de l'Europe. S'il n'y a pas ça, ça ne verra pas le jour. Qui doit payer? Un peu les entreprises, un peu les usagers, un peu tout le monde? Oui, mais alors attendez, justement, il y a une C'est le débat en Ile-de-France. Vous avez vu le pass Navigo à 90 €. Ça fait pas plaisir. C'est les gilets jaunes des transports publics. Attendez, il y a une autre dimension là-dedans. Je ne vais pas faire l'avocat de Valérie Pécresse, et c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça sur l'Île-de-France. Ici, le problème est très simple. C'est que si l'État vient en disant « je vous finance parce que vous allez avoir le droit de lever un impôt nouveau », c'est pas de l'argent frais, ça. Il y a une entourloupe là-dedans qui ne dit pas son nom. Et donc, moi je le dis très clairement, ce projet, pour voir le jour, il est plus à 7 milliards, avec les dérives, sera plus certainement plus proche de 10 milliards d'euros. C'est un projet qui est un projet clé pour le développement, mais la seule chose, il ne verra le jour que si la région finance, c'est tout à fait normal. On l'a bien pensé comme ça, que si les autres collectivités financent, mais si l'État et l'Europe ne financent pas de façon importante c'est un projet d'infrastructure, ça ne verra pas le jour et ça restera une émission sur YouTube un dimanche soir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce projet, il n'est pas né l'autre jour, il est né, mais il a besoin de financement, d'argent frais, et encore une fois, c'est pas en nous donnant le droit de lever un impôt, et c'est pas en amenant 3 cacahuètes qu'il sera financé. Bon, en tout cas, ce débat passionnant est diffusé sur le YouTube de latribune.fr. Vous pouvez continuer. Merci à vous tous pour ce passionnant débat.